Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir ce soir, être venue assister à la conférence d'Alain Chatriot, conférence intitulée Quel État pour quelle modernisation de la France en sortie de la Première Guerre mondiale. Je vois quelques étudiants Sciences Po. Bravo à vous, vous êtes en pleine période d'examen. C'est magnifique de vous voir. Euh, je suis ravie de représenter la bibliothèque du campus de Sciences Po. Il se trouve que depuis quelques années, nous avons noué un partenariat avec nos collègues de la médiathèque Jean Falala. Nous co-organisons des conférences en invitant des universitaires à partager leurs travaux de recherche au grand public. Alors que la ville de Reims célèbre les 100 ans de l'Art déco, les 100 ans de sa reconstruction, Alain Chatriot est venu ce soir nous parler de cette période très particulière qui est l'après-Première Guerre mondiale et de la modernisation qu'a connue la France à ce moment sous l'impulsion d'un pouvoir étatique en évolution. Alain Chatriot est professeur des universités HDR, membre de la faculté permanente de Sciences Po. Il est spécialiste de l'histoire de l'État, de l'histoire des politiques économiques et sociales, de l'histoire des politiques agricoles. Il donne également sur le campus de Poitiers de Sciences Po le cours fondamental intitulé Histoire des mondes contemporains au XXe et au XXIe siècle. Avant de lui laisser la parole, je tiens à remercier l'équipe de la médiathèque Jean Falala pour son accueil et je tiens à vous remercier, cher Alain Chatriot, d'être venu nous proposer cette conférence ce soir et d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de laisser le micro sur son pied et puis si je dévie trop, je le prendrai à la main, rassurez-vous. Je tiens d'abord à commencer là aussi par des remerciements, non seulement pour l'invitation, mais pour toute l'organisation, en soulignant d'abord que c'est malgré tout toujours un peu une difficulté quand on ne connaît pas son public de devoir s'exprimer en présentant un contenu de conférence. Quand je parle à des étudiants, je sais en quelle année ils sont, je sais à peu près ce qu'ils ont eu comme formation auparavant, c'est toujours un peu plus simple. Mais à cette difficulté bien réelle, il y a aussi, et je tiens d'abord à le souligner, un grand plaisir de pouvoir présenter justement à un public plus large des recherches en cours, individuelles et collectives. Vous le verrez, l'histoire, c'est écrire des livres seuls, mais c'est aussi un grand plaisir écrire des livres avec d'autres collègues pour essayer modestement de faire avancer la connaissance. Alors, et dernier remerciement, je vous remercie d'être venu assister à quelque chose qui s'annonce avec un titre très long et sur un sujet très austère. Et mon seul objectif va essayer, peut-être, du moins si j'y parviens, de vous surprendre sur un sujet sur lequel l'historiographie de la question semblait avoir tout dit. Mais nous continuons d'essayer de travailler et de porter un regard un peu différent, peut-être un petit peu moins lisse ou moins finaliste pour comprendre ce moment de sortie de guerre. Je commencerai, je vais avoir une assez longue introduction à mon propos, je commencerai par un élément d'explication sur l'image que nous avions choisie pour l'affiche de cette conférence. Alors nous ne sommes pas pour cette première image dans l'art déco, nous sommes plutôt dans une filiation d'une iconographie plutôt liée à l'art nouveau et au type d'affiches marquées par le tournant des 19e et 20e siècles. Mais elle m'intéressait, en fait, cette affiche pour plusieurs raisons. C'est une affiche, comme c'est indiqué, de la Confédération Générale du Travail, la CGT. On est dans un moment particulier, à la sortie de la Première Guerre mondiale, où la CGT, avec comme secrétaire général Léon Jouot, est marquée, certes par des tensions politiques, que l'on retrouvera aussi pour les partis politiques au moment du congrès de Tours, mais on est encore avant la création de la CGTU, donc dans une CGT unifiée qui n'est pas à son maximum d'effectifs, ça sera en 1936 puis à la Libération, mais est malgré tout le syndicat le plus influent pour représenter les ouvriers et les salariés, puisque c'est dans les années de sortie de guerre que se crée aussi, qui est enfin reconnu totalement, le syndicalisme chrétien qui donnera la CFTC. Mais donc la CGT domine le paysage syndical de l'époque, et un certain nombre de ses dirigeants ont, pendant la guerre, participé à l'effort de guerre, et participé à l'effort de guerre
pour aussi négocier avec le patronat et avec les représentants de l'État toute une série de progrès sociaux. Et cette action des dirigeants de la CGT, en discussion avec une partie des hauts fonctionnaires et des hommes politiques de l'époque, a beaucoup marqué la Première Guerre mondiale. Mais à la sortie de la Première Guerre mondiale, les choses ne se passent pas aussi simplement. Le gouvernement Clémenceau avait, pour tenter de répondre aux demandes de la CGT, créé un conseil économique, mais dont la CGT s'est très vite méfiée et qui finalement a été une institution morte-née. Et à l'inverse, la CGT, persuadée qu'il faut proposer un plan de reconstruction de l'ensemble de l'économie française, prend la décision, lors de son congrès de Lyon de 1919, donc on est vraiment dans l'immédiat sortie de Première Guerre mondiale, de vouloir proposer une nouvelle institution, je l'ai noté clairement, le Conseil économique du travail. Alors au sens strict, ça n'est pas que la CGT, c'est la CGT avec le concours d'autres organisations. Je ne m'y attarde pas, mais pour mémoire, c'est tout à fait significatif. La Fédération nationale des coopératives, on est dans ce monde de la Troisième République où le pôle des coopératives de consommation et de production joue, avant la crise des années 30, un rôle très important dans le tissu des mobilisations collectives. La Fédération nationale des fonctionnaires, qui a un statut un peu particulier puisque le syndicalisme des fonctionnaires n'est pas encore totalement accepté par le régime républicain. Et puis un petit regroupement très spécifique qui concerne les techniciens et des représentants de l'agriculture. Il y aurait beaucoup à commenter sur cette affiche et je n'en aurai pas le temps, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la volonté établie par le principal syndicat de salariés de l'époque de proposer, avec la sortie de guerre, sans l'avoir obtenu d'une création étatique, la volonté de créer un organe d'étude pour changer non pas seulement quelques secteurs de l'industrie, mais comme l'affiche le précise, il y avait 9 sections qui étaient envisagées. On trouve évidemment des sections assez typiques du moment où on se situe. J'y reviendrai moins dans l'exposé aujourd'hui, mais la 9e, c'est la section des régions dévastées. On est bien dans la sortie de Première Guerre mondiale aussi sur ce plan-là. Mais on a sinon toute une série de sections d'études qui sont envisagées. Grande expression de l'époque, l'outillage national, des éléments sur l'enseignement, sur la répartition des richesses, sur des enjeux de finance et de crédit, sur des enjeux aussi qui touchent la production industrielle et la production agricole. Autant de thématiques que l'on va croiser au cours de mon exposé aujourd'hui. Et puis, il se trouve que iconographiquement, elle est aussi assez intéressante, puisque avec le gros plan, vous le voyez peut-être ici, l'action de la CGT s'oppose dans ce contexte-là au capital, aux intérêts particuliers et aux trusts internationaux, c'est ce qui est noté sur la dernière main ici. Le point est intéressant sur le type de construction des discours par les acteurs collectifs à cette époque-là. Mais ça n'était qu'un propos d'explicitation de ce choix d'affiche, mais qui fait le lien au fond entre, comme je vais le faire tout au long de mon exposé, entre la fin de la Première Guerre mondiale et l'immédiate sortie de Première Guerre mondiale, l'indécision sur les types d'institutions à créer, des tensions sociales aussi fortes. Je ne vais pas vous proposer une histoire lisse de ce qui serait un mouvement modernisateur qui s'accomplirait très simplement. Au contraire, les choses ne sont pas simples, mais elles sont d'autant plus intéressantes à regarder de près. Parce qu'en effet, et certaines et certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'entendre la conférence le mois dernier de mon collègue et ami Guillaume Piketty, qui parlait aussi des sorties de guerre, mais qui le faisait dans la longue durée, à partir de l'ouvrage collectif qu'il vient de diriger, on a eu un certain nombre d'acquis des historiographies sur ces questions-là. Au fond, on sait bien depuis longtemps toutes les ambiguïtés de la victoire politique de la Troisième République en 1918. C'est un point qui avait retenu l'attention des grands spécialistes d'histoire des relations internationales et d'histoire militaire, qui ont été parmi les premiers à s'intéresser à ces questions. On a ensuite eu un grand renouvellement de l'historiographie de la Première Guerre mondiale. Vous avez peut-être déjà eu la connaissance des travaux de mes collègues Annette Becker ou Stéphane Audouin-Rousseau et de beaucoup d'autres, et de toute une plus jeune génération qui ont été leurs étudiants, qui ont insisté sur l'ampleur du deuil, sur les formes de combat et la trace marquée par ces combats pour l'ensemble des sociétés
qui ont connu ce très long premier conflit mondial. Et puis, plus récemment, on a encore d'autres renouvellements, ils sont tout à fait importants, ils resteront un peu à l'écart de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais un grand renouvellement avec l'histoire impériale, avec des enjeux d'histoire culturelle. Donc je ne néglige pas du tout ce paysage produit par la recherche sur la Première Guerre mondiale et la sortie de la Première Guerre mondiale en Europe, mais j'aimerais essayer d'orienter le regard vers des questions plus économiques, sociales, et en essayant de vous montrer que dans ce moment de sortie de Première Guerre mondiale, ces questions économiques et sociales, elles sont très politiques. C'est-à-dire que pour les acteurs, aussi bien syndicaux, des hauts fonctionnaires que des membres du Parlement ou des ministres, il y a une prise en compte politique de ces questions du moment de sortie de Première Guerre mondiale. Alors comment j'aborde ces questions-là ? Ça n'est qu'une... La diapositive est déjà trop chargée, mais ça n'est qu'une petite partie de ma production. Mais c'était pour vous dire sur quel sujet je m'intéresse et quel type d'histoire j'essaye de faire. Il y a très longtemps, c'est l'avantage de devenir un vieux prof, j'avais fait ma thèse sur le Conseil national économique et les questions de démocratie sociale dans la France de l'entre-deux-guerres. Le Conseil national économique, c'est l'ancêtre du Conseil économique, social et environnemental actuel, mais évidemment, on est dans une configuration institutionnelle dans l'entre-deux-guerres très différente de celle de la Ve République. Ensuite, il m'arrive de faire de l'histoire politique plus classique, dirons-nous. J'ai écrit une biographie de Pierre Mendès France, et puis j'ai aussi travaillé individuellement sur les enjeux de régulation du marché du blé, en montrant combien cette question avait été une question très politique aussi. Et puis régulièrement, à travers des ouvrages collectifs, j'ai travaillé sur les formes du syndicalisme, sur les formes des politiques du travail, autour du centenaire du ministère du Travail. Et puis j'avais participé à cette entreprise qui nous a occupé longtemps avec le dictionnaire historique des patrons français, où on avait essayé d'amener un regard un peu différent sur cette question. L'ouvrage le plus récent que j'ai co-dirigé, et il en sera question dans la séance d'aujourd'hui, c'est celui qu'on a sorti en juin dernier, « Histoire du droit du travail par les textes », et il sera, dans toute une partie de mon exposé, question du droit du travail. Et puis il se trouve qu'un des plaisirs du travail de la recherche en histoire, c'est d'écrire des livres, de diriger des collectifs, de mobiliser beaucoup de chercheurs autour d'un projet commun pour essayer de faire avancer la connaissance. C'est aussi parfois produire des éditions scientifiques de textes. Et de ce point de vue-là, une autre casquette que je revendique parce qu'elle m'a beaucoup occupé, c'est le travail que j'ai pu mener avec beaucoup de collègues autour de l'édition des œuvres de Jaurès. Et je vous ai mis ici le tome 14. Nous avons, il y a maintenant 2 ans, achevé les 17 volumes d'édition des œuvres de Jaurès. Ça n'était pas rien. Et puis plus récemment, j'ai édité un cours que Pierre Mendès France avait donné à la Libération à la toute jeune époque, à l'époque École nationale d'administration. Là aussi, ce travail d'édition scientifique qui consiste à préfacer, à annoter les textes pour essayer d'en donner des clés d'explication, ça fait partie, je pense, du travail des historiens. Donc vous voyez un entrelacement des questions économiques, sociales et politiques dans mes approches. Qu'est-ce qui s'est joué pendant la Première Guerre mondiale et comment les acteurs l'ont vu ? Nouveau temps de cette trop longue introduction. La citation est un peu longue, mais elle mérite qu'on s'y arrête. Et sur cette première diapositive, je n'ai pas mis son auteur, que nous allons découvrir sur la diapositive suivante. Je vous lis cette longue citation. Pour faire face à sa tâche, pendant la Première Guerre mondiale, l'administration est obligée de créer de nouveaux organes qui sont chargés d'étudier les problèmes nés de la guerre, de préparer les décisions et de prendre les mesures d'exécution. Et déjà, ce n'est pas simplement le plaisir de la structure ternaire de la phrase, mais c'est tout à fait intéressant que l'auteur de la phrase souligne cet enjeu de l'étude, de la préparation des décisions et du fait de suivre leur exécution. Parce que c'est typiquement ce qui nous intéresse quand on étudie des formes de l'action publique. De ne pas s'arrêter seulement au projet, de ne pas s'arrêter seulement à la mise en pratique, mais bien d'essayer d'avoir l'ensemble de la séquence. Quelques exemples de ces nouveautés, par la taxation et la réquisition, par les prohibitions d'importation et d'exportation, par le contrôle des opérations de change, tous les principes de l'armature économique qui dirigent et qui enserrent l'activité du pays sont maintenant établis. Pourtant, dans la dernière période de la guerre, les services vont encore s'étendre et se compliquer. C'est un bel exemple de l'exubérance avec laquelle se développe cette végétation administrative.
Et cet auteur ajoute: si l'épreuve de la guerre n'a laissé après elle, dans le vieil édifice de l'organisation administrative et gouvernementale, que des transformations de détail, elle a eu un autre résultat plus important, excusez-moi, il manque un S, elle a provoqué les critiques et les réflexions. Contre les principes et les pratiques accoutumées, un mouvement de réaction se développe qui prétend le fonder sur l'expérience de la crise. Le point qui m'intéresse ici, c'est que cette longue citation, en plusieurs morceaux, est extraite d'un volume publié en 1925 par Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, c'est un historien. Le titre du volume s'appelle « Les formes du gouvernement de guerre ». Pierre Renouvin, ça a été pendant très longtemps une très grande figure de l'université française, un des premiers historiens à avoir une chaire d'histoire contemporaine en Sorbonne. Il était lui-même grand blessé de guerre. Vous voyez sur la photo qu'il lui manquait un bras suite à ses blessures de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais on l'associe le plus souvent plutôt à une histoire ou militaire ou des relations internationales. Or, dans un de ses premiers volumes, qu'il publie donc en 1925, il se fait au contraire l'analyste très précis des mutations, des formes de l'État, et en particulier d'un État en charge de se saisir des questions économiques pendant le premier conflit mondial. Alors, outre l'intérêt de la citation de Renouvin, si je l'ai choisi, c'est aussi parce que son volume de 1925 n'est pas publié dans n'importe quelle collection. Il est publié dans une coédition des presses universitaires de France et des presses de l'université d'Yale, l'université américaine, mais qui est en fait une édition sous l'égide des publications de la dotation Carnegie pour la paix internationale. D'où le fait que je vous ai proposé ici une image qui vous est beaucoup plus familière aux Rémois. Sur cette collection, dont on retrouvera dans les suites de mon exposé d'autres titres, j'avais il y a fort longtemps commis un texte qui en présentait la logique. Je vous la restitue brièvement parce que ce sont des titres qui sont souvent utilisés, dont une partie maintenant est numérisée sur la base Gallica de la Bibliothèque nationale de France, mais pas l'intégralité. Et c'est en fait une collection tout à fait passionnante qu'avaient voulu faire Carnegie et les universitaires américains à qui il avait confié le projet. Ils avaient voulu, au tout début, en 1910-1911, faire des congrès internationaux pour réfléchir sur les causes économiques des guerres. Mais évidemment, ils ont été confrontés à un conflit mondial d'une telle ampleur que leur réflexion théorique semblait un peu décalée. Et l'équipe qui avait lancé cette réflexion en 1910-1911 décide de réorienter tout le projet et d'écrire collectivement et de faire écrire une histoire économique et sociale de la guerre. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils vont commander des volumes à toutes sortes d'universitaires, de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques, dans beaucoup des pays belligérants de la Première Guerre mondiale. Et on a, durant la décennie de 1920 et le début des années 1930 encore, la publication de plus d'une centaine de volumes dans de très nombreuses langues. Alors, hélas, quand on compare le programme qui avait été envisagé et la réalité des volumes publiés, il en a beaucoup manqué. Avec un grand regret, la dotation Carnegie avait passé commande à Freud, qui devait écrire un volume sur le cadre de la guerre vu de son point de vue. Il ne l'a jamais écrit, mais on a toute une série de volumes vraiment importants et qui servent de référence en France, mais aussi à l'international. Et la logique même de la construction de cette collection est une manière, comme l'expliquent les historiens américains qui la pilotent, de faire un premier type d'histoire du temps présent. Pourquoi est-ce qu'ils confient l'écriture de ces volumes à des hauts fonctionnaires, à des syndicalistes, à des universitaires? Parce qu'ils ont bien conscience que l'accès aux archives n'est pas encore possible dans les différents pays, mais il y a bien une volonté de documenter la nouveauté de la guerre. Et c'est pour ça, entre autres, que ce volume de Renouvin est si original, y compris dans sa production d'historien, et que d'autres volumes de cette série restent aujourd'hui encore des références incontournables pour comprendre certains phénomènes économiques et sociaux du premier conflit mondial. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'était pas seulement pour revenir à 1925 et au centenaire fêté à Reims, mais il y avait une vraie raison à l'arrière-plan d'une partie des exemples que je vais vous citer. Il y a aussi ce travail fait à chaud par des universitaires, par des hauts fonctionnaires, de produire de la connaissance face à
aux mutations qui avaient été impliquées par le conflit mondial. On a beau être prof à Sciences Po, on a beau avoir été même, ce qui est moins drôle ou plus historique, été formé à Sciences Po, on n'est pas obligé de faire un plan en 2 parties. On peut faire 3 parties quand ça le nécessite. On n'est pas non plus obligé de faire un plan en 3 parties. Il faut toujours faire un plan qui s'adapte à son propos. 3 parties pour mon propos aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler agriculture. Parce que fondamentalement, c'est un des sujets sur lesquels on a encore beaucoup à travailler, sur à la fois ce qui s'est joué pour le monde agricole français pendant la Première Guerre mondiale et à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et avec d'autres collègues, j'y travaille actuellement, mais on n'a pas encore vraiment publié tous nos résultats, donc vous aurez des éléments un peu disparates, mais aussi un peu en avant-première par rapport à des publications à venir. Dans un deuxième temps, je prendrai un certain nombre d'exemples liés au droit du travail, cœur de travail collectif que j'ai mené avec des juristes et qu'on a publié en juin, et puis parce que, pour de multiples raisons, je pense qu'il est bon de porter un regard un peu précis sur les enjeux du droit du travail, qu'on oublie un peu trop. Et puis dans un troisième temps, je vous prendrai des exemples de nature un peu différente, qui touchent plus le fonctionnement de l'administration, qui seront pour moi principalement l'occasion d'insister sur des tensions très fortes entre des changements et des résistances à ces changements dans l'organisation même de l'État à la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est ce que je vous signalais tout à l'heure en insistant sur le fait que ça n'est pas une histoire lisse où tout irait dans un même but fort simplement. Non, il y a bien des intérêts différents, des compréhensions même politiques différentes de la situation à l'époque. Alors rentrons dans la Première Guerre mondiale et sa sortie autour des questions d'agriculture. Et sur ces questions-là, il ne faut jamais oublier l'ampleur du choc que représente la Première Guerre mondiale sur le plan de l'agriculture française, tout simplement et d'abord parce que la mobilisation des hommes au front est considérable en effectif, que le front lui-même est sur des zones particulièrement agricoles et de production importante pour l'agriculture, et que la guerre longue amène à une désorganisation des modalités de circuit de production et de distribution des ressources agricoles et alimentaires. À cela va répondre toute une série de dispositifs, et c'est sans doute un des domaines, le monde agricole, où l'État va se faire le plus interventionniste pendant le conflit. Je vous ai mis sur votre droite la couverture d'un recueil publié à l'Imprimerie nationale à la fin de la guerre. Mais il se trouve que cette couverture, ça n'est que le premier recueil d'une série de 7 très gros volumes qui reprennent l'ensemble des textes législatifs, réglementaires, que ce soit des décrets ou des circulaires, qui ont été produits pendant tout le premier conflit mondial. Au fond, l'État a eu, ça n'a pas été sa seule préoccupation, une préoccupation constante d'essayer de maintenir des niveaux de production agricole et des niveaux de distribution de produits agricoles ou de produits transformés, dans le cas de la farine et du pain, qui permettent pas simplement de ravitailler le front, ça c'est vrai, mais aussi de ravitailler les populations civiles. Et c'est d'ailleurs, le cas est important dans les comparaisons internationales, une très grande différence avec la situation de l'Allemagne, où l'Allemagne est déjà souffre du blocus que lui imposent les Alliés, et en particulier la Grande-Bretagne, sur l'accessibilité à un certain nombre de ressources agricoles et alimentaires. Mais le haut commandement allemand choisit de plutôt nourrir les soldats au front plutôt que les villes. Et les conséquences sont absolument tragiques en termes de surmortalité des populations civiles allemandes, en particulier quand les années deviennent vraiment très difficiles pour les questions de ravitaillement, c'est-à-dire en 17 et en 18. La situation de la France n'est pas tout à fait la même parce que, justement, les Alliés construisent, lentement mais sûrement, parce que ça produit des résultats, une politique collective de ravitaillement de l'Europe. C'était particulièrement important pour la Grande-Bretagne qui restait dépendante des productions ou de ses dominions ou des terres américaines.
y compris de l'Amérique du Sud. La Première Guerre mondiale, c'est le grand moment où l'Argentine devient un acteur majeur pour le blé, et puis seulement pour la laine dans les circulations de produits à l'international. Mais c'est le moment où se font, à travers des conférences interalliées qui se réunissent principalement à Londres, une organisation de la distribution des vivres à l'international, une organisation des flottes pour cet objectif. Et puis se font aussi toute une série de campagnes internationales pour soutenir les Européens dans les enjeux agricoles et alimentaires. Il se trouve que l'affiche que vous avez sur la gauche, c'est au départ une photo qui est publiée dans une revue française en 1917. Et cette photo, à l'été 17, cette photo est reprise, modifiée, schématisée, mais sert à assurer toute une campagne, ce n'est pas la seule affiche qui est diffusée aux États-Unis sur le sujet, pour que les producteurs agricoles américains soutiennent par leur production, en évitant au maximum le gaspillage et en acceptant de vendre ouvertement leur production et de l'envoyer en Europe, les populations européennes. Donc cette question du ravitaillement, elle a été véritablement un des enjeux clés sur le plan agricole de la Première Guerre mondiale. Je vous dis l'organisation des bateaux. Alors là, c'est juste pour le plaisir de vous montrer un document. Il pourrait sembler anecdotique, il ne l'est pas totalement. La situation devient tellement tendue à l'automne 17 que les services du ministère du Ravitaillement général en sont à faire des situations journalières sur la question des céréales et des farines. Et lorsque vous dépouillez ces archives, aujourd'hui, vous tombez parfois sur ce type de mention qui indique qu'un vapeur venant de New York, qui comportait de la farine et qui devait arriver à Nantes, a été torpillé, parce que c'est aussi le grand moment de la guerre sous-marine. Et dans la guerre sous-marine, il y a bien le Lusitania, et ça a des conséquences géopolitiques, mais il y a d'abord cet enjeu des cargaisons de farine ou de grains pour l'Europe. Comment l'État s'adapte ? Il s'est adapté en mettant en branle tout son appareil administratif. Et la grande particularité, c'est que les situations du ravitaillement sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure du conflit. Et à partir de 1917, dans certaines régions, et à partir du printemps 18 de manière généralisée, on l'a un peu oublié, on va mettre en place pour le pain et pour le sucre, on ne le fera pas pour les autres matières alimentaires, mais on l'avait envisagé si le conflit avait dû durer, on met en place des cartes d'alimentation, avec un système de cartes individuelles et un système de coupons. On associe souvent ce souvenir aux événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation allemande du territoire français. Mais il se trouve que dans la Première Guerre mondiale, la crise de ravitaillement est telle que même si on retarde très longtemps ce type de décision, on finit par la mettre en pratique. Et la Troisième République étant organisée, elle mobilise, malgré le contexte de guerre, ses préfets et ses maires avec pour charge, à eux, d'organiser les distributions des cartes d'alimentation, des coupons, de contrôler la mise en place de ce type de dispositif. De manière très intéressante d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui dans les archives départementales des séries de fonds d'archives très importants en lien avec le rôle que jouent les préfets pour essayer d'assurer cette alimentation. De manière très significative aussi, et là, on voit qu'on est dans un régime républicain qui a l'habitude, malgré tout, et malgré des tensions, d'avoir un dialogue entre l'État et sa société. On trouve dans ces dossiers de préfet, je vous ai pris, et vous l'avez sur votre droite, un extrait que je sors des archives départementales du Cher, à Bourges, d'une pétition qui est envoyée au préfet par des habitants d'une petite ville, d'un gros village. C'est les habitants les plus âgés qui ne se plaignent pas de l'établissement des cartes d'alimentation, mais qui expliquent qu'il leur semble que le nombre de calories autorisées pour leur catégorie est trop limité. Et de manière très significative, on est au printemps 18, en mai 18, ceux qui ont écrit cette pétition sont les personnes âgées de 60 ans et au-dessus. Et évidemment, on est en 1918 dans la campagne du Berry, vous avez encore des graphies assez différentes et vous avez encore des gens qui ne savent pas signer de leur nom. Mais au fond,
l'État et son administration, non sans difficulté, mais ont adapté des nouveaux dispositifs pour que le ravitaillement se fasse au mieux pendant l'ensemble du conflit. Et ça a posé des questions. Vous commencez à vous inquiéter que je vous parle si longtemps de la Première Guerre mondiale et pas que de la sortie de guerre, mais ça a posé des questions importantes au moment de la sortie de guerre, justement. Parce qu'il y avait chez un certain nombre d'acteurs le rêve que tout se rétablisse facilement. Mais l'ampleur de la désorganisation économique des circuits, les difficultés de la production agricole en elle-même, se font encore très nettement sentir juste à la sortie de guerre. De ce point de vue-là, on peut faire le parallèle avec ce qui se jouera à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où les politiques du ravitaillement et les très fortes contraintes sur le ravitaillement vont peser au moins jusqu'en 1949, après la Seconde Guerre mondiale. Michel Auger-Larribé, un spécialiste des questions agricoles qui publie l'ouvrage de référence, toujours dans la même série de la dotation Carnegie, nous dit ceci en 1925. Parmi les trop belles illusions que firent naître les cloches de la victoire, chantant dans tous les clochers, bien des consommateurs et des producteurs accueillirent ingénument l'espoir que les restrictions, les réglementations, toutes les tracasseries administratives du ravitaillement allaient cesser d'un jour à l'autre. En juillet 1919, les difficultés du ravitaillement alimentaire se présentent sous un nouvel aspect. Si l'on ne craint plus la disette, depuis que l'on peut de nouveau faire appel à l'étranger, les consommateurs considèrent avec effroi la crue quotidienne des prix. La concurrence ne s'établit pas, tous les commerçants abusent de l'affolement qu'ils entretiennent dans leur clientèle et annoncent de nouvelles hausses. La réouverture du marché international a pour conséquence de faire constater la dépréciation de la monnaie dont on ne s'était presque pas aperçu au cours de la guerre. Désormais, les journaux vont ouvrir une rubrique de la vie chère à laquelle la matière ne manquera pas. Cette expression de la vie chère, c'est celle qui implique qu'à l'époque, on n'emploie que très très peu encore le terme d'inflation, mais c'est bien ce phénomène-là qui est visé ici. Et qui marque profondément, justement, ces années de la première moitié des années 20 en France, et qui amène des réponses très difficiles de la part des autorités politiques d'alors. Parce qu'il n'y a pas de secret, et les acteurs de l'époque en ont bien conscience, l'équation économique est assez insoluble, ou plus exactement, elle implique des arbitrages politiques qui ne sont pas simples. J'extrais cette citation d'un rapport présenté au nom de la Commission des douanes et des questions économiques devant la Chambre de commerce de Paris en 1924, donc on est encore dans ces mêmes années. Je cite Pierre Fournier, le rapporteur, « La préoccupation constante des pouvoirs publics pendant et depuis la guerre a été de ne pas laisser la question du pain quotidien prendre, au regard de la masse des consommateurs, une tournure que certains, par trop intéressés parfois, prétendent devoir devenir tragique. Nous sommes persuadés que si on dégageait la question du pain des conceptions parasites qui l'encombrent ou la déforment, la solution en serait, sinon aisée, tout au moins plus facile. » Alors on sent le commerçant qui s'aligne sur les positions de l'économie libérale classique, qui au fond ne voudrait pas d'intervention de l'État. Et il conclut. Mais à l'heure actuelle, la position du débat est la suivante. D'une part, le gouvernement tient à avoir pour les consommateurs le pain à bon marché, mais d'autre part, il tient tout autant à avoir pour contenter les cultivateurs le blé cher. Vieille quadrature du cercle, pour reprendre le commentaire de mon collègue américain Steve Kaplan, qui a étudié ces questions du blé et du prix du pain dans la très longue durée depuis le XVIIIe siècle. Donc vous voyez, une déstabilisation du monde agricole, des débuts de recomposition, mais des difficultés par rapport à l'ampleur des nouveaux circuits économiques que cela implique. Sur les questions agricoles, il y a aussi d'autres phénomènes. Je vais passer plus vite, mais je vous les signale, puisque ça fait partie des éléments qui sont débattus sur des formes possibles de modernisation de ce monde agricole. Il se trouve que est reposée, avec la Première Guerre mondiale, la grande question du remembrement. J'ai la chance de diriger un doctorant dont la thèse avance sur ces questions-là. Il n'a pas encore fini. Et quand on est directeur de thèse, on voudrait toujours que les thèses de ses doctorants soient achevées. Mais malgré tout, son travail avance bien. Ce qu'il montre, même si son objet d'étude concerne plus l'après-Seconde Guerre mondiale, mais il nous explique l'ampleur des débats avant, pendant et à la sortie de la Première Guerre mondiale. De ce point de vue-là, la Première Guerre mondiale a à la fois retardé le vote de certaines lois et en même temps fait lever des oppositions en accélérant de convaincre certaines personnes réticentes. De manière quand même
tout à fait spécifique. Alors que l'armistice date du 11 novembre 18, on vote le 27 novembre une loi qui parle de remembrement agricole. On pourrait se dire que la France a d'autres priorités à ce moment-là, mais non, justement, ce projet participe à la volonté de moderniser l'agriculture avec cette logique de l'idée que le remembrement par le fait de distribuer autrement les propriétés foncières à l'échelle communale permettrait une forme d'agriculture plus modernisée, parce que non seulement plus facilement mécanisée, mais aussi qui pourrait éventuellement, en plus d'être mécanisée, commencer à être motorisée. De manière typique, la première loi ne suffit pas, on en revote une deuxième, et la deuxième, en mars 19, on la vote explicitement pour les régions dévastées. Parce que tout ce qu'on appelle la zone rouge, longtemps impropre à l'agriculture, la zone qui a été la plus bombardée autour du front, pose un certain nombre de questions. Et c'est en fait les dispositifs de cette loi qui vont être, modérément, mais qui malgré tout vont être pour une part appliqués pendant tout l'entre-deux-guerres. Donc on a bien un dispositif, vous voyez, qui avait été débattu avant la Première Guerre mondiale, n'avait pas été voté, est voté dans l'immédiate sortie de guerre et lentement commence à être appliqué. Mon doctorant montre que les applications sont très inégales suivant les régions, mais elles existent malgré tout. Il y a cette question du remembrement qui a donc abouti à l'immédiate sortie de guerre. Il y a une autre question qui se pose aussi et qui, elle, a même évolué sur les transformations du monde agricole avant même la fin du conflit. C'est la question de l'enseignement agricole. Alors je pourrais vous en parler très longuement, mais je n'en aurai pas le temps parce que je veux aussi vous parler d'autres sujets ce soir. Là aussi, des projets d'organisation de l'enseignement agricole, après la grande loi de 1848 de la Seconde République, il y en avait eu de très nombreux. Mais ils avaient souvent été bloqués. Alors ils avaient été bloqués pour de très nombreuses raisons, et d'abord pour des raisons financières, en fait. Mais aussi parce que ces projets mettaient en cause des réflexions sur qui devait organiser cet enseignement agricole, puisque ça restait dès cette époque-là un enseignement où il y avait une part du rôle de l'État, mais aussi encore beaucoup d'acteurs privés et beaucoup d'acteurs confessionnels qui pouvaient être importants. Et bien, là, les projets de 1910, de 1913, qui n'avaient pas été votés à ce moment-là par les chambres, ne l'ont pas été en début de guerre, où tout était bloqué, mais finalement, puisque une délibération avait commencé à la Chambre des députés en février 14, mais avec la lenteur des délibérations parlementaires de l'époque, elle n'avait pas abouti à l'été, et évidemment, l'engagement dans la guerre avait tout retardé. Mais finalement, on a un texte qui est voté dès mai 1918. Là aussi, on pourrait se dire qu'en mai 1918, à un moment où le devenir de la guerre n'était pas encore réglé, malgré l'entrée en guerre des États-Unis, on pourrait s'interroger. Mais au fond, pour tous ces acteurs, il y a bien l'idée que ça n'est pas une question anodine que de réussir à relancer la production agricole. Le ministre de l'époque, Victor Boré, a cette phrase « Ce projet s'inspire d'une dette de reconnaissance, c'est l'hommage aux paysans tués au front, et d'un besoin de surproduire. » Il y a cette idée, au fond, d'une volonté de rattrapage des difficultés de production et des difficultés de ravitaillement de la guerre. Sur ces questions-là, les historiens, pendant longtemps, avaient trop peu travaillé, mais depuis quelques années, il y a eu un travail important mené par des bons connaisseurs de ces questions. On a eu un colloque sur cette loi de mai 18, et puis plus largement, il y a eu un dictionnaire de l'enseignement agricole. Si ces questions vous intéressent, je ne peux que vous conseiller de vous y reporter. C'est un monde à part entière, mais qui est tout à fait passionnant en son histoire. Le temps passant vite, je ne m'attarde pas plus, et j'en arrive à ma deuxième partie, à la question du droit du travail en cette fin de Première Guerre mondiale et en ce début des années 20. Je vous l'ai un peu dit en introduction avec l'image du Conseil économique du travail de la CGT, ça n'est pas une question anodine. Certes, il y avait eu toute une série de lois tout au long du XIXe siècle et de progrès lents, mais de progrès des institutions touchant les questions du travail. D'abord, mais
non sans difficulté, avec la création de l'inspection du travail, qui s'est fait en plusieurs étapes, parce que la première fois qu'on l'a créée, on n'y a mis aucun budget, donc évidemment, elle a assez peu fonctionné. Mais par contre, à partir de 1892, là, on met un premier budget, et donc il y a un corps des inspecteurs du travail, et ensuite même des inspectrices du travail, qui est un corps de fonctionnaires à part, mais qui se développe de manière intéressante sur cette période. Et puis on a eu la création de l'Office du travail, et puis symboliquement, cet Office du travail, cette administration dédiée, a servi de support à la création en 1906 du premier ministère du travail autonome en France. Et puis, il y a eu beaucoup de débats sur comment codifier le droit du travail existant. Alors, ça serait un très vaste sujet sur lequel j'ai eu la chance de travailler avec des collègues et amis juristes. Je ne l'aborde pas ici, mais ça ne s'est pas fait du tout simplement. Et il y a eu le vote des premiers livres du Code du travail en 1910 et 1911. Il avait en fait fallu presque 25 ans pour arriver à ce premier résultat. Et les volumes 3 et 4 du Code du travail ne sont votés qu'au milieu des années 20. Donc vraiment, on sent que c'est un sujet tendu. Mais l'expérience de la guerre a été importante, et en particulier avec le rôle d'Albert Thomas, cette grande figure du socialisme réformiste, ce proche de Jaurès, ce qui est aussi un normalien comme Jaurès, et qui décide de faire travailler, pour réussir la production d'armement en pleine guerre, de faire négocier toute une série d'accords entre les syndicats et le patronat. Ma jeune collègue Adeline Bersiewicz-Maison a consacré une thèse remarquable à Albert Thomas qui a été éditée l'an dernier. C'est donc cette image de la couverture de son volume que je vous ai indiquée ici. Et Albert Thomas va jouer un rôle majeur dans ce contexte à plusieurs titres, mais je le signale juste ici pour mémoire. Il joue un rôle dans la construction de deux grandes lois de sortie de guerre absolument déterminantes pour le droit du travail. En mars 1919, le 25 mars, c'est la loi qui donne un nouveau cadre réglementaire, un nouveau cadre législatif, et donc par la suite, pour son application réglementaire, aux conventions collectives. Alors certes, ce cadre ne verra pas un développement considérable des conventions collectives en France, mais c'est une première étape importante. L'étape suivante sera celle de 1936 sur le sujet. Et puis en avril 1919, c'est la journée de travail fixée à 8 heures. Le phénomène n'est pas anodin, c'était une très vieille revendication syndicale. Je vais en redire un mot dans un instant. C'est aussi un moment où, sur des questions latérales, mais qu'il ne faut pas oublier, d'autres grandes lois tout à fait marquantes et structurantes dans la longue durée vont être votées. Et par exemple, la loi Astier de juillet 19 sur l'enseignement professionnel. Mon collègue Stéphane Lambret a montré combien cette loi avait été à la fois difficile à voter, mais là aussi, le choc de la Première Guerre mondiale crée dans les milieux politiques et dans une partie des milieux patronaux l'idée qu'on ne peut pas retarder une refondation de l'organisation de l'enseignement technique en France. Alors j'ai dit que la loi sur les 8 heures était une étape importante. Je ne le dis pas seulement en référence au triste débat et surtout au triste résultat du vote en Grèce cette semaine, où vous l'avez peut-être vu, on vient d'autoriser la journée de 13 heures, certes dans des conditions très spécifiques, mais quand même le débat politique au Parlement grec n'a pas été très joyeux sur le sujet. Mais les 8 heures, c'était une très vieille revendication du syndicalisme ouvrier français, mais plus largement international. Et après l'obtention de cette loi au printemps 19, de manière très significative, la CGT publie une affiche restée très célèbre qui consiste à rappeler qu'une fois la loi obtenue, le principe en est voté, mais seule ton action, 3 petits points, permet d'assurer qu'elle soit effective dans les entreprises. Alors, on pourrait revenir très longuement sur la construction de cette loi, sur ses interprétations. Je n'en ai pas le temps ici. C'est un des éléments que l'on aborde en détail dans ce volume sur l'histoire du droit du travail. J'ai choisi d'illustrer, même si je dois le faire rapidement, une autre question peut-être moins connue, et qui concerne là aussi cette sortie de guerre. Évidemment, on associe toutes et tous le traité de Versailles à ce traité de paix de sortie de la Première Guerre mondiale, et on le connaît le plus souvent dans les tensions qu'il va provoquer dans
pour la République de Weimar, puis son instrumentalisation par l'Allemagne hitlérienne, dénonçant un diktat. Mais il y a une partie du traité de Versailles qu'on oublie trop souvent et qui est pourtant tout à fait majeure parce qu'elle ouvre une perspective de longue durée qui active encore une institution internationale importante, c'est la partie 13 du traité de Versailles. La partie 13 du traité de Versailles, elle pose ouvertement la question du travail et des législations sociales, et elle est à l'origine de la création de l'Organisation internationale du travail. Là aussi, c'est en fait, pour une large partie, les mêmes acteurs que ceux que je viens d'évoquer auparavant, et le premier responsable du Bureau international du travail, du BIT, qui sert de secrétariat à l'Organisation internationale du travail, c'est Albert Thomas, dont je viens brièvement de vous rappeler la figure. Alors il y aurait beaucoup à dire, mais je vais vous épargner ces longues citations, sur le texte même du traité qui révèle bien l'ampleur du programme politique ici envisagé par ces acteurs. Je m'y attarde pas non plus, mais je rappelle juste ces mots. C'est les principes de l'OIT qui organisent l'OIT, c'est l'article 427 du traité de Versailles. Le premier dit quand même explicitement, on l'associe parfois à une phrase beaucoup plus contemporaine, mais c'est le traité de Versailles en 1919. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce. Et puis ça insiste sur la reconnaissance du droit syndical, sur la nécessité du paiement des travailleurs, sur l'idée que la journée de 8 heures soit un but à atteindre partout où il n'a pas été obtenu. Donc il y a bien l'idée aussi qu'une législation sociale ne peut pas être pensée dans un seul pays, mais elle doit bien être un objectif collectif pensé comme tel. Et puis il y a d'autres catégories, mais plus classiques, concernant la suppression du travail des enfants. Il y a aussi le rappel, point 7 d'un article 427 d'un traité de 1919, le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale. Et puis, plus largement, il y a aussi le fait d'imposer, justement, cette création d'un service d'inspection qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs. On a donc bien un moment où, au fond, toute une série de débats intellectuels qui étaient marquants depuis la fin du XIXe siècle, toute une série de mobilisations collectives venant à la fois des syndicats, mais aussi d'une partie des hauts fonctionnaires et de certaines parties du spectre politique, au fond, trouvent une forme d'aboutissement à la sortie de la Première Guerre mondiale par la reconnaissance, dans le texte même, du traité de Versailles et par la création de l'OIT. Alors, ça n'est pas pour dire que l'OIT réussira tout ce qu'il souhaitera. Et le devenir des organisations internationales dans l'entre-deux-guerres sera un devenir souvent difficile et encore plus tragique dans le cas de la Société et des Nations. Mais il y a bien, avec l'OIT, au fond, l'idée qu'un certain nombre de réformateurs sont parvenus à obtenir un certain nombre d'acquis et de reconnaissance, au moins de principes. Troisième point, un autre point où on retrouve la Première Guerre mondiale et la sortie de guerre et un certain nombre d'hésitations. C'est la transformation inaboutie de l'État, et je voudrais l'illustrer autour d'une question dans laquelle il ne faut voir aucune allusion aux traits contemporains, mais à ce moment, autour des difficultés à organiser la présidence du Conseil. Il faut garder en tête que dans la Troisième République, pendant très longtemps, en fait, le président du Conseil, héritier du chef de cabinet des périodes de la Restauration, existe, mais c'est d'abord un ministre parmi d'autres, et qui, le plus souvent, garde un portefeuille ministériel pour pouvoir disposer d'un minimum de secrétariat, puisqu'il n'a pas de service propre pour la présidence du Conseil. Je reviendrai tout à l'heure sur le moment où les choses changent enfin, mais elles sont en fait en dehors de ma période. Mais on commence à y réfléchir, et on commence à y réfléchir là aussi en lien avec la guerre, et avec ce que la guerre oblige en termes d'organisation de l'État. Je cite ici une thèse de droit publiée en 1928 sur le sujet. L'auteur René Menson nous dit « Il a fallu la guerre de 1914 pour nous ouvrir les yeux. C'est elle, en définitive, qui, avec la multiplicité et la complexité des questions qu'elle a soulevées, avec l'importance des effectifs et des services qu'elle a mobilisés, a fait apparaître pour la première fois, au journal officiel, une rubrique « Présidence du Conseil ».
Et ce ne sera pas l'un des moindres enseignements de la guerre mondiale que de nous avoir appris qu'en matière politique, comme en matière économique, le secret du succès réside dans l'unité de commandement et une organisation administrative telle que le chef puisse à la fois prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Alors là, on a bien un vocabulaire très marqué par la Première Guerre mondiale et par les années 20, mais ce qui m'intéresse, c'est l'insistance sur, perçue comme telle par un certain nombre d'acteurs, sur le choc que la Première Guerre mondiale a pu représenter pour des gens qui, au fond, se confrontaient à une forme d'administration et à une forme d'organisation de l'État très ancienne. Alors, qu'est-ce qui s'est joué ? Il se trouve que sur ces questions-là, c'est aussi le principe de présenter de la recherche récente. Je vous ai dit, pour les questions agricoles, on n'a pas encore vraiment publié tout ce qu'on travaille avec des collègues, mais il se trouve que sur ces questions-là, j'ai, à la demande de collègues juristes, publié un papier ce printemps où je revenais un petit peu sur les différentes expériences et les luttes autour de ces questions-là. Là encore, des propositions de loi et des projets de loi, il y en avait eu avant la Première Guerre mondiale, mais ils n'avaient pas du tout abouti. Et c'est bien en 1917 qu'on a une première adaptation, dans un moment où le conflit est particulièrement rude, non pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan de l'organisation des États pour faire face à la durée de ce conflit, que le président du Conseil d'alors, Alexandre Ribot, s'inspirant pour une large part, c'est du moins comme ça qu'il le revendique, du modèle britannique, propose de créer des services auprès de lui, président du Conseil. Et son successeur, Paul Painlevé, qui est un homme politique radical-socialiste, et qui est aussi un grand mathématicien, s'entoure, lui aussi, d'une petite équipe, et il confie à un de ses amis les plus proches, qui est aussi un mathématicien engagé en politique, et un mathématicien comme Painlevé de premier plan à l'époque, hein, c'est parmi les mathématiciens les plus importants de la France des années 10 et 20, Émile Borel, d'organiser des services, des premiers services pour la présidence du Conseil, pour pouvoir organiser un pouvoir civil dont les tâches se sont multipliées avec l'ampleur du conflit. Peut-être en tête, les luttes politiques ne disparaissent pas totalement pendant la Première Guerre mondiale, et en particulier dans cette année 17 particulièrement difficile. Clémenceau a construit tout un discours pour accuser les dirigeants d'incompétence face au fait de mener le conflit. Il arrive à la présidence du Conseil à la fin de l'année 17, en novembre. Il veut tout contrôler, mais lui-même a conscience que ça peut quand même être utile, et donc il crée un secrétariat général ou sous-secrétariat d'État au ministère de la Guerre, et il le confie à un de ses proches, Jules Jeanneney, le grand-père de celui qui fut un de mes collègues, Jean-Noël Jeanneney, historien à Sciences Po. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ça n'est pas seulement des premiers tâtonnements d'organisation des services qui se jouent, c'est l'ampleur des réflexions autour de ces questions. Et je signalais dans la citation du docteur en droit de 1928 que ça avait été un moment où le vocabulaire même qu'il employait trouvait les échos des discussions d'alors. Alors que la guerre n'est pas encore achevée, un texte est publié dans une revue, au départ de manière anonyme, parce qu'en fait son auteur est encore un haut fonctionnaire et estime avoir un droit de réserve par rapport à la radicalité du propos qu'il y porte, sont publiées des lettres sur la réforme gouvernementale. Alors dès cette époque-là, un certain nombre de gens savent très bien qui en est l'auteur, mais comme son auteur les republie sous son nom une décennie après, on le sait bien, c'est Léon Blum, qui est encore à l'époque maître d'Herquette au Conseil d'État, qui n'est pas encore le leader de la SFIO, et encore moins le chef de gouvernement de 1936, mais qui publie des textes qui critiquent le fonctionnement de l'ensemble des institutions de la Troisième République, qui les critique avec un point de vue très républicain. On n'est pas du tout dans la nature des critiques habituelles portées par l'extrême droite contre le fonctionnement de la Troisième République, mais qui insiste en particulier sur l'idée qu'il faut changer le fonctionnement de la présidence du Conseil des ministres, du rapport au Parlement. Il n'est pas le seul à écrire là-dessus. Et le vocabulaire de Menson que je citais tout à l'heure, c'est bien aussi celui des réflexions d'Henri Fayolle, un ingénieur qui réfléchit sur les figures du commandement dans ce moment de la guerre. Et puis, c'est aussi des éléments qu'on retrouve chez d'autres auteurs assez influents, en tout cas beaucoup lus et beaucoup commentés à l'époque, comme par exemple Maxime Leroy.
Et on voit là un vocabulaire autour de la forme du gouvernement qui est un vocabulaire assez neuf, qui lui n'était pas tellement pratiqué dans la France de la Troisième République de la fin du XIXe siècle. Et le point intéressant, c'est que c'est un discours qui est porté ici par des républicains, et pour une part, pas tous, mais pour une part, par des républicains venant de la gauche républicaine, qui au fond considèrent que les institutions qu'ils ont défendues et qui ont permis, pour une part, de faire survivre l'idée républicaine et de la faire survivre, y compris dans la crise majeure qu'est la Première Guerre mondiale, nécessitent des réorganisations institutionnelles. Malgré tout, il y a des réticences, et ce n'est pas si simple. Et je vous dis, on pouvait avoir l'impression qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y avait une organisation de la présidence du Conseil qui était réglée. En fait, il y a aussi beaucoup de gens qui espèrent revenir à une situation où tout ça n'existait pas et où le seul Parlement contrôlerait l'ensemble. Et quand Aristide Briand revient à la tête du gouvernement en avril 1926, un des nombreux gouvernements brillants, il essaye de défendre un petit secrétariat administratif de la présidence du Conseil, mais devant le Sénat, il est très très prudent. Et c'est pour ça que j'ai pris cette citation. Vous allez voir l'habileté, mais Briand était connu pour être un homme politique habile dans ses discours. On a eu l'idée, avant moi, c'est histoire de dire, c'est pas de ma faute, d'organiser la présidence du Conseil. Or, la présidence du Conseil, du point de vue spécial auquel s'appliquerait ce secrétariat, n'est pas organisée, elle ne l'a jamais été. Il y a bien les contacts politiques, le Conseil des ministres et ses délibérations, il y a les possibilités de conversation de président du Conseil à ministre, mais on n'y voit pas le petit mécanisme au très restreint. Il est inutile de créer une grande institution qui permet de suivre administrativement les affaires. Nous sommes tellement désireux, messieurs, d'entrer dans vos vues, que nous avons beaucoup diminué ce secrétariat. J'ai presque honte d'employer ce mot pour désigner ce qu'il en reste, c'est-à-dire 3 ou 4 personnes qui n'ont pas été nommées à cette occasion. Ce sont des fonctionnaires existants déjà, auxquels on donne une très petite allocation pour faire ce travail de cohésion entre le président du Conseil et les différentes administrations. Et il a beau avoir été comme ça très prudent, il se fait vivement attaquer, et il rajoute, avec ce petit mécanisme réduit, comme je l'ai dit, il y aura des archives, des projets déjà étudiés par le gouvernement précédent, et par suite des éléments d'appréciation pour le président du Conseil qui lui succède, et qui ne trouvera pas la place vide. Il se créera ainsi une espèce de solidarité gouvernementale qui, je crois, ne sera pas inutile à l'intérêt public. Mais on voit que Briand est d'une prudence extrême pour essayer d'obtenir très peu de choses de la part de sénateurs qui, au fond, sont assez typiques d'acteurs politiques qui rêvent d'un retour à un statu quo d'avant la Première Guerre mondiale, où l'État et son administration et où l'organisation de l'État étaient très limitées. Il y aurait beaucoup à en dire. Je vous en donne 2 exemples, mais sans les développer. Ça n'est pas véritablement à ce moment-là que l'expression de belle époque commence à être employée en tant que telle. Elle le sera en fait plus tardivement pour qualifier la période d'avant la Première Guerre mondiale. Mais comme l'avait montré mon regretté collègue, l'historien Dominique Khalifa, c'est une forme de chrononyme tout à fait intéressant parce qu'il renvoie bien à la tension sur l'idée d'idéaliser un temps antérieur qui serait le temps d'avant tous les changements provoqués par la guerre. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de publications, je vous en ai cité juste une ici en 1922, qui critiquent les nouveaux rôles de l'État par toute une série d'aspects. Un de ceux qui réfléchissent le plus au changement de l'administration durant cette époque-là, juste avant la Première Guerre mondiale et juste après, c'est un conseiller d'État, Henri Chardon. Je ne m'attarde pas ici sur la citation, c'est juste pour moi l'occasion de vous signaler, si vous ne le connaissez pas, l'excellent livre d'un collègue plus jeune que moi, mais qui a fait un travail remarquable sur la question du nombre des fonctionnaires et des enjeux politiques autour de la question du nombre des fonctionnaires. Mon collègue Émilien Ruiz, qui maintenant nous a rejoint en plus au Centre d'Histoire de Sciences Po. Nous sommes chanceux de l'avoir maintenant dans nos équipes. De Chardon, j'aurais aussi pu commenter plus largement d'autres points. C'était pour moi une manière d'introduire à ma conclusion, puisque j'extrayais cette citation encore d'un volume de la série des publications de la dotation Carnegie. C'était aussi une manière de montrer que pour toute une série d'acteurs de premier plan dans les enjeux administratifs et politiques, Chardon est à l'époque conseiller d'État, il sera président de section conseil d'État très influent dans ce monde de la haute fonction publique. On a une réflexion très vive
sur les tensions qui ont traversé le fonctionnement de la République dans la guerre. Mais je ne développe pas en détail. Si j'avais sélectionné cette trop longue citation, c'était pour moi une manière de rappeler la conscience des acteurs qui insistaient sur la différence entre le régime tertio-républicain et le régime du Second Empire qui s'était effondré en 70 au moment de son entrée en guerre face à la Prusse. Et autre thématique majeure de la Première Guerre mondiale et de sa lecture, la place du droit et le rapport au droit, mais ça nous emmènerait trop loin dans le temps imparti. Quelques derniers éléments de conclusion. Un premier élément pour insister sur la conscience qu'ont un certain nombre d'acteurs du moment qu'ils vivent alors. Dans la revue générale d'administration, un haut fonctionnaire, pas de premier plan, mais un haut fonctionnaire publie un article dès l'automne 1919, donc on est vraiment dans ces années d'immédiate sortie de guerre, sur la réforme administrative au point de vue économique. Et voilà l'extrait du tout début de son article. La guerre aura eu pour effet de renouveler l'aspect des questions qui, avant 1914, avaient fait l'objet d'études si nombreuses qu'on pouvait à bon droit opposer à tout écrivain disposé à les examiner de nouveau les mots par lesquels La Bruyère commençait son livre, tout est dit, et l'on vient trop tard. Mais l'état social d'après-guerre différera profondément de celui qui existait avant 1914. Les questions économiques passeront au premier plan. Et ça m'intéresse ici qu'il y ait cette conscience chez un certain nombre d'acteurs de ces changements. Deux derniers points de conclusion avant de pouvoir avoir vos réactions et vos questions. Le premier, je le faisais autour d'un extrait de discours au Parlement de Léon Blum, parce que c'est bien joué aussi à l'arrière-plan de ces reconfigurations de l'État pendant la guerre et à la sortie de guerre, le rapport de l'État aux citoyens. On aurait pu le traiter à travers d'autres exemples qui ont déjà donné lieu à une belle historiographie, en particulier la question du rapport à l'impôt. Et là, c'est un autre collègue historien de Sciences Po, Nicolas Delalande, qui avait beaucoup travaillé ces questions dans sa thèse. Dans un débat fiscal de 1926, Léon Blum intervient ainsi, et je trouve que c'est très significatif d'une préoccupation des acteurs politiques sur ces questions. Au départ, le sujet est vraiment un peu technique sur les problèmes de fiscalité. Mais voilà ce qu'il conclut. Nous serions arrivés ainsi, non pas à ce que vous imaginez, non pas à un commencement de spoliation générale dans ce pays, mais à quelque chose de bien différent, c'est-à-dire à une réconciliation entre les intérêts de l'individu et les intérêts de l'État. Car ce qu'il y a de plus grave dans la situation actuelle, c'est que dans ce pays, les individus et l'État en viennent à se considérer presque comme des ennemis. L'individu voit dans l'État une sorte de tyran dévorateur et oppressif contre lequel il se sent en état de légitime défense, et l'État voit dans l'individu une sorte de rebelle contre lequel il est obligé de multiplier les moyens de contrainte et de coercition. Il est évident que Léon Blum espérait un dépassement de cette situation, mais qui me permet d'insister sur les tensions qui règnent alors. Et puis, un dernier mot sur des éléments de la suite. Cette sortie de guerre a été significative, mais au fond, il va y avoir d'autres étapes pour tous les sujets que j'ai évoqués devant vous. Une des étapes importantes sera le gouvernement de cartel des gauches en 1924 et en 1925, qui connaîtra une durée brève, mais importante dans toute une série de dispositifs qui pourront être enclenchés à partir de ce moment-là, dont, j'ai plaisir à y revenir, la création, il y a un peu plus d'un siècle, en 1925, du Conseil national économique. La transformation autour de la présidence du Conseil, elle se règle pas en 24-25, même si Herriot et Painlevé, qui reviennent à la présidence du Conseil, avaient tenté de le faire. Elle va se régler autour des débats sur la réforme de l'État en 1934 et 1935. Et finalement, c'est dans ce moment du milieu des années 30 qu'on a l'installation des services de la présidence du Conseil à l'hôtel Matignon et leur montée en charge de plus en plus importante. Et puis, sur la question du droit du travail et sur la question des politiques agricoles, c'est évidemment la grande étape du Front populaire qui réorganise l'ensemble de ces questions. Bref, une république victorieuse, mais une république victorieuse avec un État qui s'est transformé et avec un État dont les transformations sont plus ou moins acceptées par les acteurs économiques, sociaux, mais aussi politiques.
Et dans cette logique-là, la Troisième République connaît encore à l'époque les blocages du Sénat. On est en situation de bicamérisme égalitaire, donc vous ne pouvez pas voter un texte de loi si les deux chambres ne l'ont pas voté à l'identique. Et le Sénat conserve un pouvoir de blocage sur toute une série de thèmes. Je vous ai présenté un moment où le choc de la guerre conduit en sortie de guerre à des transformations, parfois importantes sur l'action économique et sociale. Mais sur le devenir même des institutions, toute une série de blocages existent encore. Et un des blocages que porte le Sénat pendant toutes les années d'entre-deux-guerres, c'est le fait de refuser le suffrage à la moitié de la population, rendant un suffrage universel seulement masculin fort peu universel. Et donc cette tension-là, on peut lui trouver beaucoup d'exemples, mais c'est évidemment l'exemple le plus symbolique sur lequel j'achève mon propos. Je vous remercie. Merci Alain Chatriot. Les questions sont ouvertes. N'hésitez pas à vous signaler. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Il y aura peut-être des mauvaises réponses, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, vous pouvez poser des questions de toutes sortes. Je vais commencer par une première. Vous avez évoqué en introduction les problèmes de ravitaillement durant la Première Guerre. Et je me demandais combien de temps avaient pu perdurer les pénuries alimentaires après la Première Guerre. Alors, elles n'ont pas du tout connu l'ampleur de la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont vraiment été importantes parce qu'à partir du printemps 18, donc on généralise le rationnement avec un système de tickets. Et le système de tickets est encore pratiqué pendant une bonne partie de l'année 1919. C'est très particulier parce que toute une série d'acteurs politiques pensaient qu'il ne serait trop difficile à mettre en place matériellement et jamais accepté par les populations. Et en fait, finalement, il a fonctionné. Mais c'est vrai que plus on s'éloigne de l'armistice, plus la montée des récriminations devient importante. Ce qui se joue par contre avec l'année 19, et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner une date pile de fin de l'ensemble de ces dispositifs, c'est que la situation se contraste de plus en plus suivant les régions. Et là, on retrouve le fait que l'organisation qui avait été tentée de la manière la plus rationnelle par rapport à ce monde-là pendant le conflit, en particulier pendant les années 17 et 18, les plus difficiles sur ce plan-là, a de plus en plus de mal à tenir, parce que toute une série d'acteurs locaux, à la fois producteurs, mais aussi les transformateurs, se mettent à de moins en moins respecter les dispositifs législatifs. Et on retrouve dans les archives de très nombreux procès-verbaux de gendarmerie qui sont notifiés à des meuniers, à des boulangers qui n'ont pas respecté les règles, mais on les voit se multiplier après l'armistice de manière très nette. Et on voit bien que l'acceptation de ces dispositifs est de plus en plus difficile post-11 novembre 18. Et ça, de ce point de vue-là, la situation est très différente avec l'après-Seconde Guerre mondiale, où la désorganisation est à une toute autre échelle et où l'ampleur des difficultés à faire repartir la production agricole sera très différente en 1945 et pose d'autres questions d'organisation de la profession, du rôle du syndicalisme agricole. Mais ce choc de la Première Guerre mondiale sur les questions agricoles, on l'a longtemps un peu oublié, y compris parce que, ouvertement et en accédant à nouveau à des ressources d'engrais, parce qu'une des autres contraintes aussi, que je n'ai pas rappelé tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'une partie de la production agricole avait aussi très fortement diminué, c'est parce qu'on commençait, de manière inégale suivant les régions, mais quand même à utiliser de plus en plus d'engrais, et on utilisait des engrais chimiques dont les matières premières ont été utilisées pendant le conflit pour faire des explosifs. Donc on manquait en plus d'engrais, ça avait eu des conséquences sur les rendements. Ça, par contre, on les retrouve très vite à la fin du premier conflit mondial. Et on a en fait une production agricole qui, au début des années 20, repart très fortement. Donc voilà, les mesures ne vont pas tenir très longtemps dans cette logique-là. Par contre, comme le rappelait la citation de Michel Auger-Larribé tout à l'heure, la désorganisation des circuits économiques, elle, va se maintenir assez longtemps. Et
on tente, avec cette belle expression en 1921, de fixer un prix juste pour le pain. C'est l'expression revendiquée dans le texte de loi instituant un prix juste, mais évidemment, c'est très difficile d'instituer un prix juste si vous ne maîtrisez pas l'ensemble de la filière, de la production jusqu'à la revente aux consommateurs. Et ça, les choses ne changeront qu'au moment de la mise en place de l'Office national interprofessionnel du blé par le gouvernement du Front populaire à l'été 1936. Il y a une question tout en haut. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que vous observez les mêmes problématiques dans les autres pays d'Europe? Est-ce qu'on a pu faire des comparaisons? Alors, oui et non, parce que on peut faire des comparaisons par secteur, mais globalement, il faut garder en mémoire que pour les puissances défaites, le choc politique a une toute autre ampleur. Évidemment, l'effondrement du Kaiserreich change complètement la logique institutionnelle en Allemagne. Ce qui est vrai par contre, c'est que la désorganisation des secteurs économiques, elle va se retrouver très fortement. Et dans cette logique-là, la crise d'hyperinflation de l'Allemagne, que l'Allemagne connaît et qui questionne le fonctionnement même de la République de Weimar face à ce choc, rappelle une carte européenne de ces questions-là. De même, mais c'est pas des choses c'est des choses qui comptent et qui pèsent fortement dans les débats politiques à l'échelle internationale. Les divisions des gauches sur fond de comment on se positionne par rapport à la révolution bolchevique sont évidemment des questions qui se posent sur l'ensemble du territoire européen à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, si on veut comparer la situation française avec une situation qui, sans être proche, a peut-être plus de points qui permettent de repérer des similarités, mais aussi des différences, c'est la situation britannique. Et de ce point de vue-là, quand on regarde les textes produits à la fois pendant la guerre et à la sortie de Première Guerre mondiale, il y a aussi eu, on a l'impression qu'au fond, les institutions britanniques sont restées telles quelles et de toute éternité. Et à l'inverse, en fait, les acteurs à la fois politiques et les hauts fonctionnaires britanniques de l'époque insistent sur l'adaptation du gouvernement à la guerre et sur des mutations dans les pratiques même de l'exercice de l'organisation de l'État britannique. Je le signale parce que, évidemment, on pense plutôt, quand on pense au Royaume-Uni en sortie de Première Guerre mondiale, à ce qui va se jouer avec l'Irlande. C'est évidemment des phénomènes majeurs dans le devenir du Royaume-Uni. Mais on a là aussi une réflexion et des tensions. On a aussi des progrès dans la mise en place de législation sociale. Alors évidemment, dans le cas britannique, on n'a pas du tout les mêmes enjeux agricoles parce que la Grande-Bretagne a fait un choix très ancien de dépendre du commerce international et de ne plus être un espace de production importante. Donc les questions agricoles sont différentes. La législation sociale n'est pas tout à fait ne fonctionne pas de la même manière. Et ça sera plutôt avec la Seconde Guerre mondiale qu'il y aura le grand changement des rapports Beveridge et de l'organisation d'un système médical unifié. Mais on a malgré tout des points qui semblent proches. Et puis, l'idée que les mutations économiques et sociales soient plus ou moins prises en compte par les acteurs politiques, ça c'est un phénomène, et que ça se fasse dans des tensions et dans des tensions vives, ça c'est un phénomène qu'on rencontre dans un autre cas absolument passionnant sur cette même période de sortie de guerre, qu'est le cas italien. Et évidemment, le cas de l'Italie de la sortie de guerre est un cas très particulier, mais qui voit à la fois des mobilisations sociales marquées à gauche et qui voit les premières formations des faisceaux mussoliniens avec un rôle très ambigu à la fois de la classe politique et d'un certain nombre d'élites patronales italiennes sur cette période-là. Donc il y a bien un moment des années 20 de ce point de vue-là tout à fait intéressant. On le symbolise très souvent, pour une part, porté par les souvenirs mémoriels et par le rejeu de certains travaux d'histoire culturelle autour de la belle époque avec une idée d'insouciance, mais on a plutôt des acteurs politiques, économiques et sociaux qui sont très en prise
avec des mutations très profondes du fonctionnement de leur société, de l'organisation de leurs économies et de l'équilibre même de leurs institutions. Dans une autre logique, je ne l'ai pas évoqué parce que je vous ai plutôt pris des exemples un peu moins connus, mais ça n'est pas non plus qu'un problème de vie politique si, en 1924, le président de la République d'alors, Alexandre Millerand, croit pouvoir donner un nouveau rôle à la présidence de la République contre les majorités parlementaires. Finalement, il finit par céder et par se démettre, mais au fond, il a aussi cru qu'un renforcement du pouvoir exécutif pouvait passer par la figure de la présidence de la République. Là, c'est bien aussi l'ampleur des changements issus de la guerre qui sont intéressants sur ce point. Et ensuite, d'autres comparaisons seraient possibles. Autant j'ai lu avec beaucoup d'attention la série belge dans la série de la dotation Carnegie, autant je connais mal l'historiographie belge sur les mutations de l'État belge à la sortie de la Première Guerre mondiale. Alors, pendant la guerre, la situation a été différente puisque le pays était occupé, mais les préoccupations à la sortie de guerre en Belgique doivent aussi être très intéressantes à regarder. Dans la série de la dotation Carnegie consacrée à la Belgique, un des volumes est un volume écrit par le grand historien médiéviste belge Henri Pirenne, qui avait été pris en otage par les Allemands et déporté pendant la Première Guerre mondiale de sa Belgique en Allemagne, et qui livre un récit sur la Belgique occupée dans la série de la dotation Carnegie, qui est très, très impressionnant. Je fais des longues réponses, mais ça n'interdit pas d'autres questions, soyez-en sûrs. Vous aviez parlé du remembrement. Est-ce qu'il y a eu de fortes réticences parmi la population rurale française de se dire je vais lâcher mes terres ancestrales pour devoir les changer et effectivement agrandir un petit peu ces parcelles qui auraient été bien nécessaires, je dirais, en sortie de guerre pour éviter les pénuries? Alors, une triple réponse à cette très juste question. Premier élément, il faut toujours garder en tête qu'en fait, une partie du foncier agricole français avait, on l'oublie toujours, mais il ne faut pas l'oublier, avait en fait connu déjà des remembrements très antérieurs, tout simplement par l'utilisation du marché foncier, c'est-à-dire sans utiliser les dispositifs législatifs. Et au fond, une bonne partie de la Beauce n'a pas eu besoin de remembrement, parce que, ni d'accord et de désaccord, parce que le marché foncier depuis le XVIIIe siècle, chez des riches fermiers, avait permis des échanges de terres au-delà des successions et de l'attachement supposé à des terres. Premier élément. Deuxième élément, comme je l'ai brièvement dit, la loi de 18 et de 19 va connaître une application réelle, mais limitée, et limitée en fait surtout à certaines régions. Et dans les régions où elle va vraiment s'appliquer, c'est-à-dire une bonne partie de l'Est, en particulier de la Lorraine et du nord du bassin parisien qui n'avait pas été dont le marché foncier n'avait pas permis le remembrement naturel, il ne semble pas qu'il y ait eu d'énormes oppositions dans ce moment-là. Par contre, les lois suivantes sur le remembrement, c'est-à-dire une loi de 41, puis le fait que cette loi de 41 soit maintenue à la Libération, elle fait partie des rares, elle n'est pas la seule, mais des rares lois de Vichy qui sont maintenues, modifiées, mais maintenues sur le projet. Là, les vagues de remembrement des années 50 et 60, où les dispositifs législatifs et réglementaires sont beaucoup plus actifs, vont conduire à des situations assez différentes. Et là, on va avoir beaucoup d'opposition, et c'est vraiment ce qui est au cœur de la thèse du doctorant que je dirige, Léon de Mandar. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il étudie en particulier pour le cas de la Bretagne, c'est qu'il ne faut pas croire que ça ne serait que des oppositions. C'est-à-dire qu'il y a aussi, quand on change d'échelle et qu'on regarde très localement, toute une série d'acteurs qui se font très largement les promoteurs des remembrements aux échelles locales. De ce point de vue-là, l'enjeu n'est pas, contrairement à ce que certains discours ont longtemps porté, simplement l'idée que le remembrement descendrait de l'État et s'imposerait de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Non, ce qui est très vrai, c'est que dans toute une série de communes, des acteurs s'y opposent, mais d'autres acteurs le promeuvent, et le promeuvent énergiquement dès lors qu'ils y voient leur intérêt.
ça s'accompagne aussi de mutations des techniques agricoles qui sont beaucoup plus importantes encore dans les années 50 et 60. Mais par contre, là où vous avez totalement raison, et les archives que l'on peut consulter aujourd'hui le montrent très bien, dans les gens qui s'opposent aux pratiques de remembrement dans leur commune, il y a parfois, et on peut le voir au cadastre, des intérêts financiers précis, c'est-à-dire des gens qui estiment que leurs terres ne sont pas bien évaluées et que l'échange leur est défavorable. Mais on a aussi un argument très important, souvent mobilisé et pas toujours mobilisé de manière cynique, qui est un argument lié à l'attachement à des terres transmises, y compris chez des gens qui ont parfois un rapport à l'exploitation agricole de ces terres très éloigné. Donc ça pose des vraies questions. Et dans les années 50, 60, et encore plus pour ce qui n'avait pas été remembré, mais qui commence à l'être tardivement dans les années 70, les conflits sont parfois très très vifs, mais ils ne sont pas, contrairement à la légende ou noire ou dorée, je ne juge pas ici, simplement les locaux contre l'État qui imposerait. C'est un discours qui a été beaucoup porté. Les situations locales sont en fait beaucoup plus complexes, mais il y a parfois des registres d'argumentation qui effectivement mobilisent aussi ces arguments. Tout à fait. Vous avez le droit d'être épuisé par ces questions. Moi, je les connais un peu, donc ça ne me fait pas le même effet. Mais... Une question, quelles sont les évolutions majeures qu'a induit la loi sur l'enseignement agricole ? Vaste programme. En l'occurrence, ce qui est très intéressant dans la loi de 1918, c'est que, comme il n'y en avait pas eu depuis 1848, elle réforme et pour une part refonde l'ensemble de l'enseignement agricole, jusqu'à l'enseignement agricole supérieur. Donc je vais le laisser de côté, mais c'est quand même une dimension tout à fait importante, y compris dans le maillage territorial. Elle va en fait, sinon surtout, se concentrer sur la réorganisation des formes d'enseignement agricole au niveau le plus local possible, avec la mise en pratique, et la question c'est comment est-ce qu'on la finance, cette mise en pratique, mais la loi de 18 prévoit un certain nombre de dispositifs permettant d'organiser, au-delà des cours qui étaient donnés par le représentant de l'État dans chaque département, d'organiser des campagnes d'enseignement rural mobile pour aller au plus près des producteurs et pour essayer de faire aboutir un niveau de connaissance sur les techniques agricoles qui soit supérieur à celui fourni par l'enseignement primaire de tertiaire républicain issu des lois Ferry. Et dans le même temps, parce que les acteurs en ont tout à fait conscience, la loi de 18 laisse, c'est-à-dire ne décourage pas du tout l'ampleur de l'enseignement privé agricole, qui à l'époque est très très important à tout point de vue. Par contre, ce qu'il n'y a pas à ce moment-là et qu'il y aura dans les lois sur l'enseignement agricole plus tard, celle de Vichy, celle de la Libération, celle de 84, c'est la présence des syndicats agricoles. En 18, les syndicats agricoles existent, mais ils n'ont pas du tout la même structure unifiée et ils n'ont pas du tout le même poids dans ces débats-là. Donc ça n'a pas les mêmes conséquences. Ce qui m'intéresse dans cette loi de 18 sur l'enseignement agricole, c'est qu'elle est aussi un des moments où on donne un statut aux établissements agricoles en tant que tels. Et c'est une manière de reconnaître pour l'État des formes qui ne sont pas seulement la forme du lycée, issu du lycée napoléonien et transformé, mais finalement assez peu transformé par la Troisième République. Et cette notion d'établissement, c'est ce que montrait lors de ce colloque sur la loi de 18, elle est en fait une notion qui va durer tout au long du XXe siècle et devenir un élément très structurant d'une large part de l'enseignement agricole. Et donc c'est de ce point de vue-là une étape intéressante. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec la loi Astier sur l'enseignement technique, mais la loi Astier, elle pose des questions plus directement liées au rôle du patronat
Mais elle pose aussi des questions liées au financement, entre autres via la taxe professionnelle. Et je crois qu'on va devoir bientôt s'arrêter parce que... Dernière question. Allez-y, n'hésitez pas. Pardon. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, vous avez parlé du fait qu'une fois un principe voté, il fallait quand même qu'il y ait de l'action pour le rendre effectif. Et je voulais vous demander, du coup, pour le traité de Versailles, la section 13, est-ce que le principe a été rapidement effectif ou est-ce qu'il y avait de l'opposition ou comment ça a été perçu? Alors, une question tout à fait passionnante. En fait, au moment où on a fêté le centenaire de l'Organisation internationale du travail, il y a eu beaucoup de recherches internationales sur les débuts de l'OIT qui avaient été en fait assez peu étudiés. Donc maintenant, on le connaît beaucoup mieux. Et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a eu une mise en pratique assez importante de beaucoup de dispositifs très très vite. On a une grande réunion à Washington et on a toute une série de premières conventions de l'Organisation internationale du travail qui sont adoptées à cette convention, à cette conférence internationale. Le problème, c'est qu'une fois que les conventions étaient adoptées dans les conférences internationales, il fallait qu'elles soient ratifiées après leur adoption par chaque pays. Et là, l'histoire des ratifications des conventions de l'OIT qui sont prises durant les années 20, en 1919, durant les années 20 et au début des années 30, est une histoire beaucoup plus tragique. Et y compris certains des pays qui parfois s'étaient fait les promoteurs de certains textes, ensuite ne les ont pas ratifiés. Donc il y a là en plus, dans ce cadre international, des étapes supplémentaires. C'est-à-dire qu'au fond, la partie 13, elle a bien été mise en pratique. Le BIT a fait énormément de choses, et pas que des choses rhétoriques ou que de la recherche statistique ou en cabinet. Ils ont vraiment fait progresser des dispositifs législatifs. Il y a eu toute une série de conventions internationales qui ont été adoptées régulièrement dans les réunions annuelles, et certaines ont eu des vraies conséquences, mais d'autres ont été très très peu ratifiées. Et donc, ça a bien révélé des tensions dans les mécanismes internationaux. C'est des tensions de nature un peu différente de celles de la Société des Nations, où les chocs se voient tout de suite, par les affrontements à la tribune, par les sorties des pays de la Société des Nations. Mais l'OIT a au fond réalisé beaucoup de choses, mais a été sur toute une série de sujets, et en particulier celle du droit du travail. Autant la loi de 8 heures a bien été adoptée, mais quand il s'agit de discuter de la semaine des 40 heures au début des années 30, c'est-à-dire bien avant qu'elle soit adoptée en France par le gouvernement du Front populaire, là, les choses se tendent beaucoup plus et très peu de pays ratifient la Convention, en fait. Merci beaucoup Alain Chatriot, merci pour cette passionnante conférence. Merci à vous d'être venu. On vous donne rendez-vous en janvier prochain pour l'accueil de Réjeanne Sénac. N'hésitez pas à contacter Sciences Po si vous voulez être ajouté à la mailing list pour recevoir toutes les informations concernant nos événements publics. Merci beaucoup, au revoir.